Merde. Ouais, c'est pas grave, refais-le. C'est pas grave. Allez, je recommence. Putain, Allez, on désolé. recommence. Excuse-moi, Non, excuse-moi. pas de problème, pas de problème. Alors, Allez, Marco, c'est parti. t'es né le 17 juin 85 à Limassol, qui est la deuxième plus grande ville de Chypre, après Nicosie, la capitale. Tu fais 1m78 pour 82 kilos selon ta fiche ATP. T'es droitier, revers à deux mains. Tu as commencé le tennis à 5 ans avec ton père et tes deux frères Marinos et Petros, qui ont d'ailleurs tous les deux joué à la Coupe Davis pour Chypre. Ton papa est libanais. Alors, c'est ta maman qui tenait un magasin de vêtements. Tu as Ouais. une sœur également qui s'appelle Zena, qui a été adoptée à 1 mois. Tu es arrivé en France en 2000, à 13 ans, grâce à une bourse, et tu t'es entraîné à l'académie Bob Brett. Moi, je t'ai rencontré à Mouratoglou juste après, dans les Yvelines. Quand j'avais 14 ans, tu me prenais mon lecteur mini-disque à l'époque pour écouter du Maroon 5 toute l'après-midi. Tes idoles, c'était Rafter et Agassi. Tu as été numéro 1 mondial junior en 2003. Cette année-là, tu gagnes l'Open d'Australie junior et l'Orange Bowl contre Mofis en finale. Tu fais finale à l'US junior en 2002, battu par Richard. Et la finale aussi en 2003, battu par Joe. Tu as joué sur le circuit pro entre 2003 et 2019. Tu as gagné ton tout premier match sur le circuit, le grand circuit au JO d'Athènes en 2004 contre Grégory Karaz. À 20 ans, en 2006, tu es 54e mondial. Tu fais finale à l'Open d'Australie en sortant Stepanek, Roddick, puis Ljubicic et Nalbandian en 5-7. Tu perds contre Roger en finale. Seul Safin, 2 ans avant, avait atteint la finale de l'Open d'Australie en étant moins bien classé que toi, puisqu'il était 86e. Était le plus jeune depuis Moya en 97 à l'avoir fait. Ta surface préférée est le dur. Tu te considères comme joueur de fond de cours. Tes armes sont le service et le coup droit. Tu as balancé 4453 aces pour pas loin de 2000 doubles fautes. Tu as été 8e joueur mondial à ton meilleur en août 2006, juste après avoir fait demi à Wim. Tu as joué 623 matchs sur le circuit. Tu en as gagné 349 et perdu 274. Tu as remporté 4 titres. Pékin en 2006 contre Rancic en finale, Zagreb en 2007, Stockholm en 2009 et Sydney en 2010. En double, tu gagnes Zagreb avec Jusni en 2012. Tu as terminé 12 saisons dans le top 100 de 2005 à 2006. À 2016, pardon. Tu as été 13 semaines top 10 en 2006. Tu as fait 8e de finale ou mieux dans les 4 grands chelems, demi à Bercy en 2007, Cincinnati en 2010. Tu fais quart à Indian Wells en 2006 pour ton premier Master 1000. Tu bats Roger, qui était numéro 1 mondial à Indian Wells en 2010. Et Rafa, qui était numéro 1 aussi à Cincy la même année en quart. Tu as joué ton premier match de Coupe Davis à 14 ans, en 2000, et tu en as gagné 36, donc en Coupe Davis, 36 d'affilée, entre 2003 et 2016. Tu as été opéré du bras droit en 2005, blessé à la cheville, au pied, au dos et au bras en 2017. Tu as joué ton En dernier... 2008, en 2008, en 2008. Ah d'accord, ok. La cheville, le dos et le bras en 2008. D'accord, ok, très bien. Tu as joué ton dernier match, pardon, à Wim en 2019 contre Berrettini et tu as eu chaud parce qu'un an après, tu n'aurais pas pu participer au tournoi qui a été annulé cette année avec le Covid. Tu adores le foot, tu supportes le club d'Apollo à Chypre et de Manchester United. Tu as été élu homme de l'année de Chypre en 2005. La classe. On était jeunes. On était jeunes. Tu es marié avec la Croate Carolina Sprem qui a été 17e joueuse mondiale depuis le 14 juillet 2012. Vous avez 3 enfants, 2 filles et un fils qui vont peut-être faire un petit peu de bruit. Et pour l'anecdote, j'ai refait l'intro parce que j'avais oublié d'enregistrer la première fois, putain. Bien joué. Bon, on y retourne. Tu m'as dit que tu avais choisi le tennis et pas le foot. Pour quelle raison? Est-ce que tu peux nous le redire très rapidement? Bah, en fait, je choisis le tennis parce que mes deux frères ils jouent au tennis. On était tout le temps dans un club de tennis et ma famille était plus sur le tennis. Donc, moi, j'ai pris le chemin du tennis aussi. Tu m'as aussi précisé que ça avait été compliqué parce que tu tellement sacrifié pour le tennis qu'il y avait une part de toi qui pas détestait, mais pas loin. Tu l'aimais autant que tu pouvais le détester quelque part. Bah oui, c'est normal parce que le tennis, je peux pas dire que je le déteste, mais il y avait des moments où je le détestais parce que le tennis m'a fait sacrifier beaucoup de choses de ma vie personnelle et aussi en même temps, tu peux pas aimer quelque chose sans le détester aussi. Donc, mais voilà quoi. Donc le foot,
j'aime le foot parce que c'est un autre sport. C'est un sport d'équipe. C'est un sport où tu es avec des potes, tu es en famille un petit peu. Donc c'est différent. Mais le tennis, t'étais tout seul. Surtout moi, quand je suis parti de chez moi à 14 ans, je suis parti en France dans l'académie Bob Brett à l'époque. Voilà, j'étais dans une famille accueil, j'ai laissé toutes mes amis, ma famille, mes parents à Chypre, donc c'était un petit peu dur, donc ça m'a fait un petit peu le détester par moment, mais voilà quoi, c'est quand même le sport que j'ai choisi moi-même, que je tout fais pour être le mieux possible et voilà quoi. Tu me disais que c'était ton père qui avait choisi l'Académie Bob Brett parce que elle était réputée pour être la meilleure et pas trop loin de Chypre. Et t'es parti grâce à une bourse, c'est ça? Bah, je suis parti grâce à une bourse de ETF parce que il y a en fait dans l'ETF International Tennis Federation, en fait, ils ont des bourses ils avaient des bourses avant, je sais pas maintenant, mais ils avaient des bourses avant pour les petits pays comme Chypre qui donnaient si tu étais bien classé en moins de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans dans les juniors, dans les tournois internationaux. Tu avais une bourse par l'ETF qui pouvait t'aider à aller voyager, payer des coachs, voilà quoi. Donc moi, mon père a choisi que j'aille à l'académie de Beaubrette. Est-ce que tu peux nous redire un peu ta progression chez les jeunes, vraiment dès le départ au niveau des classements, comment tu as évolué? Moins de 16 ans, moins de 14 ans, je me souviens même pas, septième septième mondial. Moins Ouais. de 16 ans, j'ai pas beaucoup joué parce que on est avec mon coach à l'académie, on a décidé que je joue beaucoup de juniors, très jeune. La première année où j'étais censé jouer les moins de 16 ans, à 15 ans en fait, je pas beaucoup joué. Je jouais peut-être trois tournois. On a fait beaucoup de tournois juniors, moins de 18 ans. On a vu que j'avais le niveau. On a vu que depuis le début, j'ai eu des résultats et donc on a continué. Donc je restais sur les juniors. Et tu as eu des classements français, vraiment, tu sais, 5-6, 4-6. Bah, je me souviens, j'étais 0, -2, -4 et -30, je pense. Voilà quoi. Mais je me souviens pas. J'ai gagné un tournoi, je pense, en France, tournoi français. Quel meilleur souvenir tu gardes chez les juniors? Bah, quel meilleur souvenir, il y en a beaucoup, quoi. C'était vraiment les plus belles moments de ma carrière parce que on voyageait, on était trois, quatre à voyager. Il y avait Christian Tchao, je sais pas si tu le connais, c'était un Français où il était dans le groupe où j'étais. Il y avait Doudi Sela qui venait avec nous, c'est un très bon pote. On faisait des tournois avec un coach, donc il y avait Gilles Muller aussi, donc on faisait des tournois ensemble, donc c'était vraiment sympa quoi, parce qu'on sentait qu'on était une équipe. Pour moi, le Brésil, quand on a fait des challengers au Brésil, c'était sympa. J'étais junior quand même, mais on a fait des challengers au Brésil et on partait de Sao Paulo à Belo Horizonte avec la voiture. On avait la guitare dans la voiture, tu vois. On avait un mini bass, tous les joueurs, tu vois. C'est Tu joues de sympa, la quoi. guitare? Non, pas moi. C'était le frère de Doudi Sela qui joue un petit peu de la guitare. Et nous, on chantait. Voilà, on faisait des conneries, quoi. Mais voilà, c'était des belles, des good moments, quoi. Ouais, voilà, quoi. Parce que tu réfléchis pas, tu vois, pas que à gagner ou pas, vraiment, les enfants, pardon. Tu réfléchis pas, tu vois, que à gagner, tu prends vraiment du plaisir, tu n'es pas professionnel encore, tu t'éclates, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir en particulier chez les juniors avec tes potes, Doudi, Gilles ou autres, que tu pourrais nous raconter, un truc que tu as vécu sur un tournoi un peu improbable? Bah ouais, parce que c'était en 2000, attends, 2002 ou 2001? Non, 2002, 2001. Non, 2001 en fait. On était au Japon, à Osaka. Je dors avec Gilles dans la chambre, Gilles Muller. Ok. Gilles Muller, il joue pour le titre numéro 1 mondial.
Et Osaka, c'est un groupe A, en fait. Après les Grands Chelems, c'est le tournoi le plus important. Il y Ouais. avait les 4 Grands Chelems et il y avait 5, 6 groupes A. Ça joue entre Gilles Muller et Janko Tipsarevic. Et moi, tu vois, je suis 15e ou 20e mondial junior, même pas 40e. Et là, je dois jouer Gilles Muller en quart. Et Gilles Muller, il joue pour le titre de numéro 1 junior. Donc, on est dans la même chambre. Je le bats Ah ouais. en quart. Et là, je me souviens, le coach de Gilles, il était fou. Il est devenu fou parce qu'il croyait pas que je pouvais aller gagner le tournoi, tu vois. Il pensait que le prochain. Et je joue Tipsarevic en finale. Donc il faut que je gagne bat Tipsarevic pour que Gilles finisse numéro 1 mondial. Ah ouais. Donc voilà, ouais, donc c'était marrant pour nous, c'était marrant. Pour moi, j'avais une pression de dingue Ouais. par Gilles Muller et son coach et aussi par l'académie parce que c'était quand même, tu vois, l'académie, elle avait un numéro 1 mondial junior. Donc je finis par battre Tipsarevic. Combien? Tu te Donc souviens? non, je pense que c'est 6-4 au troisième ou quelque chose comme ça. Ah ouais, gros match. Bon. Ouais, gros match. Donc voilà, donc ouais, voilà. Comment tu as traversé la période des futurs et des challengers, un peu cette jungle? Comment ça s'est passé? Future Challenger, bah écoute, en 2003, j'ai quand même fini dans les top 200 en senior, en ATP. Cette année-là, j'ai gagné peut-être 4 Futures, je faisais de demi dans les Challengers. En fait, ça allait très vite. Et après, tout allait vite, quoi. Voilà, je finis les juniors à 18 ans, à 20 ans, j'étais en finale de l'Open d'Australie. Et l'année d'avant, j'avais 19 ans, j'ai quand même passé les qualifs de l'Open d'Australie et je fais quatrième tour. Et je perds contre Roger Federer. Donc, tout allait vite pour moi. Tout allait très vite. Tu gardes un souvenir particulier dans un futur pareil, un challenger, une anecdote, une galère, un truc un peu Bah improbable? ouais, galère, tu vois, on en a beaucoup, quoi. On en a beaucoup. Quand tu fais des futures et des challengers en Inde, en Ouzbékistan, tu vois, surtout il y a 15 ans, tu vois, donc on faisait des futures pas dans les, comment ça s'appelle, pas dans les pays, pas dans les villes, tu vois, comme Mumbai, tu vois, on faisait dans les villages de l'Inde, quoi, ou des villages en Ouzbékistan avec Guillaume Père, mon ancien coach, je me souviens beaucoup de choses, quoi. Tu te souviens de ta pire galère peut-être? Bah ouais, en Ouzbékistan, quand tu arrives à Tashkent et tu prends la voiture, un minivan, on est 4 dedans, avec d'autres joueurs de l'académie, on est des 3 joueurs avec le coach Guillaume Père. Tu dois conduire 7 heures et chaque ville, elle a des borders, frontières. Les frontières, c'est de l'armée avec des machine guns, quoi. Donc, ouais, on s'est pissé dessus, quoi. On s'est pissé dessus. Il y en a beaucoup en Inde. Quand tu arrives dans le tournoi, dans le village à 2 heures de Mumbai, et les terrains sont pas encore prêts. Les terrains de tennis, les durs, sont pas encore prêts. Le jour des qualifs, voilà. Donc, on en a beaucoup, ouais. Il faut parler avec Guillaume Père. Il va vous dire beaucoup de choses. J'étais à l'académie dans les Yvelines quand tu as fait quart non, c'est huitième, Ouais, quatrième quatrième tour à l'Open. Ouais. en Australie. Est-ce que tu peux nous raconter cette Open d'Australie assez incroyable? Qui tu bats dans les qualifs? Est-ce que tu ressens quand tu es dans le tableau? Comment tu as vécu le truc? Bon, écoute, qualif, je me souviens pas à qui je bats. Tableau, je bats premier tour. Qui je bats premier tour en tableau final. Je me souviens du deuxième tour, du troisième tour et le quatrième tour contre Federer. Le premier tour, je me souviens pas. Le deuxième tour, c'était contre Lubicic. Ouais. Et le troisième tour contre Robredo. Bah, c'était le début. J'étais fou, quoi. Comme je dis, j'étais fou. J'avais pas peur. J'avais peur de rien. Je rentrais dans le terrain. Je pouvais mettre n'importe qui devant moi. Je jouais, quoi. Je jouais mon jeu. Je jouais mon tennis. Et j'avais une confiance en moi
J'avais l'impression que je peux trouver toujours la solution sur le terrain. Je juste jouais, quoi. J'étais dans une boule, pas possible, quoi. Pour Roger, ça s'est passé comment? Contre Roger, je parle du quatrième tour, hein. C'était 3-7. J'avais une occasion. Le troisième set, c'était le premier deux sets, il m'a déchiré. Le troisième set, on est allé au tie-break. Je pense que je menais au tie-break 4-2 ou 4-1 et c'est là où j'avais ma chance. Tu as vu une différence de niveau vraiment par rapport aux autres joueurs à ce moment-là sur les deux premiers sets, non? Bah ouais, je pense que avant Roger, tu vois, il t'embrouillait un petit peu la tête avec la façon qu'il jouait, tu vois. Et il le fait toujours, mais avant c'était un petit peu plus lent le jeu, donc il avait plus de temps. Avec son slice, il prenait la balle tôt, après il faisait un service volé de temps en temps, il faisait chip and charge, il t'embrouillait un petit peu la tête, il te laissait pas jouer, il donnait pas de rythme. Il changeait toujours le rythme et voilà. Donc, c'était la différence que lui, il avait que les autres joueurs, ils n'avaient pas. Les autres joueurs, ils jouaient, tu vois, comme un Robredo, par exemple. Ouais, il avait un gros coup droit, mais il avait des weaknesses, quoi. Tu trouvais des solutions, tu trouvais des moyens Faiblesse. de le... Comment t'as dit? Faiblesse. Faiblesse, ouais. Les faiblesses où tu trouvais la solution, quoi. Mais Roger, c'était dur de trouver sa faiblesse, quoi. Je me souviens cette année-là, quand tu rentres à l'académie, tu es tout bronzé, tu as une veste en cuir, tu t'es fait plaisir, tu as acheté une Audi TT et tu as même passé ton permis directement. Tu te souviens un petit peu l'état d'esprit parce que tu étais hyper jeune. Tu te souviens si Non, tu arrives. c'était pas en 2005 que j'ai acheté la TT. Ah, il me semblait. Non, non. Non, non, j'ai acheté la TT en décembre 2006. Ah oui, c'était après le. D'accord. Et mais tu étais hyper jeune, tu te souviens un peu si tu arrives à garder les pieds sur terre, à rester au contact, être humble et tout. Enfin, tu te souviens à cette époque-là parce que tu as explosé hyper rapidement. Après la finale de 2006, oui, ma vie a changé d'un jour à l'autre. Et c'était un petit peu, tu vois, beaucoup de gens, ils voulaient te parler, ils voulaient de passer du moment avec toi. Et comme tu sais, l'académie est très petite. Elle était Ouais. petite, on avait des chalets où il y avait des parents, des jeunes qui venaient dans mon chalet et ils commençaient à écouter à la porte, tu vois, pour poser des questions et tout. Donc, j'avais pas tu vois, c'était un petit peu bizarre pour moi, tu vois. J'ai quand même j'avais 21 ans et voilà, donc les pieds à terre, il faut que tu demandes d'autres gens parce que moi, je pense que oui, j'avais, mais c'est pas peut-être les autres gens, ils peuvent dire autrement, mais oui, ça c'est sûr que mes jambes, elles étaient toujours à terre. Je parlais déjà de l'année d'avant où tu fais huitième À et du huitième, non, je pense que bah, déjà après la huitième de finale, je pense que 6 jours après la huitième de finale où je fais en 2005, je me fais opérer du bras. Donc, j'ai pas eu le temps de sentir tout de suite. Une semaine après, j'ai eu une opération du bras qu'il fallait avoir. c'était quoi? T'avais quoi au bras? En fait, j'avais le nerf, j'ai perdu 40% du muscle au bras droit parce que le nerf, il était coincé. D'accord. Et quelle était ta relation avec Bob Brett quand tu es arrivé et puis après avec Patrick Mouratoglou? Quand je suis arrivé à l'Académie Beaubrette, avant que l'Académie elle bouge à Tiberval, en fait, Beaubrette, Beaubrette, on ne le voyait pas beaucoup, tu vois, c'était mon entraîneur qui était Jean-Paul Damit. Et Beaubrette, il venait peut-être une semaine par mois et il faisait des entraînements avec nous un petit peu. Je pense que c'était un coach très dur avec les jeunes, surtout à l'âge qu'on avait, que je comprenais pas pourquoi, mais maintenant je comprends pourquoi, mais avant je comprenais pas pourquoi. Très dur, toi, si par exemple, tu es une minute en retard, tu fais des pompes, tu vois, il y avait beaucoup de règles à suivre avec lui et ses entraînements, c'était très très dur.
Après, Patrick Mouratoglou, en fait, à cette époque-là, en fait, il était pas coach. Quand il y avait Bob Brett, il était agent. Il avait une agence et il était dans le bureau, il faisait l'agent et en fait, parce qu'il jouait au tennis, Patrick, il adorait le tennis, il adore le tennis. Il faisait des matchs avec nous l'après-midi, avec moi, avec des autres joueurs. Donc, en fait, il travaillait le matin et l'après-midi, il faisait des matchs avec les joueurs qu'il y avait à l'académie. Et voilà, et en 2003, en fait, en avril à peu près, comment ça s'appelle? They had a fight. Bob Brett et Mouratoglou, they had a disagreement. Et Patrick voulait fermer l'académie. Il a dit à tout le monde qu'ils aillent chez eux. Donc c'est là où mon père est venu et on a essayé de trouver une solution. On a essayé de demander qu'est-ce qu'on va faire et en fait mon père et Guillaume Père a eu des meetings avec Mouratoglou. C'est là où Mouratoglou a décidé de faire son académie. À partir de Montreuil, il va faire son académie lui-même qui s'appellera Mouratoglou Tennis Academy à Thivaroal-Grignan dans les Yvelines. Et tu disais que Bob Brett était très, très strict, très exigeant et que tu le comprenais pas à cette époque-là. Pourquoi aujourd'hui tu le comprends? Pourquoi tu te dis qu'aujourd'hui il avait raison? Parce que pour être le meilleur possible, il faut de la self-discipline, quoi. Il faut de la discipline. Il faut travailler dur. Je l'ai compris un petit peu plus tard, peut-être. Je l'ai compris. Je pense que je l'ai compris. Après mon opération que j'ai eue au bras, je commence à comprendre que, tu vois, il faut travailler dur. Il faut dédier beaucoup de temps. Il faut sacrifier beaucoup de temps aussi, de faire le boulot. De dormir à la bonne heure, de manger les bonnes choses. Un athlète professionnel, c'est ça. Mais au début, quand j'avais 14 ans, je ne comprenais pas, quoi, tu vois. Aujourd'hui, si tu devais coacher un jeune, tu serais pareil, tu lui ferais faire des pompes s'il est en retard. Non, je lui expliquerai un petit peu autrement. La vie évolue, les gens évoluent, ils changent la méthode, les façons, donc voilà, quoi. Est-ce que tu peux nous refaire du coup un peu le film de 2006? Tu bats Ljubicic en 5-7, tu bats Nalbandian, tu es mené 2-7-0. Comment tu as vécu ces deux matchs-là? Lubicic, en fait, comme on dit, I was up 2-sets-to-love. Tu mènes 2-7-0. Je mène 2-7-0 et il revient à 2-2. Et là, je qu'une balle de break à 3 partout. Il y a 3 partout or 4-3. I don't remember. J'ai une balle de break et Ouais. je sais qu'il va servir extérieur. Il sert extérieur et en fait, je l'attendais pas. Je sais pas s'il a fait service volé ou pas. Mon retour n'était pas terrible. Il approche sur mon coup droit et je fais un passing croisé avec mon coup droit. Je me souviens de ce point comme si c'était hier. Et, ouais, et c'est là où, voilà, quoi, je relâchais un petit peu, j'ai gagné le match. Et après, Nalbandian, c'était Parce pour que moi, ouais, c'était monstrueux. Pas le match, je pense pas qu'il, peut-être, je sais pas s'il était monstrueux. Je sentais pas que je jouais grave au tennis, très bien au tennis, mais je sens que c'était un film, quoi. C'est lui qui mène 2-7-0. Après, avec des feux d'artifice à 5-2 du deuxième. Je reviens 5 partout. Il gagne le 7-7-5, le deuxième. Il mène 2-7-0. Et là, je sais pas pourquoi, je commence à lâcher mes coups. Je me dis, ben, j'ai rien à perdre. Je commence à lâcher. Je commence à être plus agressif que lui. Je pense que dans un jeu, je fais 4 retours gagnants. Et là, je commence à prendre confiance. Conscience aussi que c'est la façon de gagner le match. Et j'ai lâché en fait tout. J'ai tout lâché. J'arrive à 2-7 partout. Et là, il prend l'avantage non, je prends l'avantage 2-0. Il prend l'avantage 4-2, si je me souviens bien. Hein. Bah, il a 4-2, c'est sûr. Et là, je me dis, je rate pas une balle. Je me dis à moi-même que je rate pas une balle. Je vais courir comme un rat et je vais pas rater une balle. ouais. Et je me suis mis dans une boule pas possible où je rate pas une balle pendant 3 jeux. Donc je break, non, je gagne mon service 4-3, je break
Non, je break à 4-2, je gagne mon service à 4-3, donc pas 4 partout, et je le break à 4 partout, donc c'est 5-4 pour moi. D'accord? Ouais. Il y a 30-15 pour moi, et là, non, il y a 15 partout, et là, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, donc ils avaient le roof à cette époque, mais il était ouvert. Donc, Ouais. il faut qu'on rentre dans les vestiaires, et là, je me mets sur le vélo parce que Guillaume m'a dit de ne pas arrêter de bouger parce que sinon je vais cramper. Le supervisor, il Ouais. vient, il nous dit on a encore 20 minutes. Et là, je Ouais. regarde Guillaume, je lui dis putain, Guillaume, je sais pas quoi faire, tu vois, je sais pas. Il me dit une chose, Guillaume, qui est bête, qui est con, mais qui m'a vraiment aidé à ce moment-là. Il me dit j'ai pas peur pour toi, j'ai peur pour lui. Je sais pas si tu Non. entends ça, tu dis ouais, c'est con quoi, tu vois. Mais il m'a donné une confiance, the power, comme on dit. Puissance. Putain, il m'a donné un truc, une puissance à ce moment-là où je savais que je vais rentrer, je vais pas perdre le match. Voilà, donc je continue à pédaler, je rentre dans le match, je rentre dans le terrain. The crowd goes wild, you can feel the energy. I mean, tu sens l'énergie dans le stade. Et je sers, bon, on vient à 40A ou 30A. Première balle de match pour moi à 40-30. Je fais un revers long ligne qui, en fait, le juge arbitre, comment on dit, le juge arbitre, il fait correction. En fait, je fais un revers long ligne gagnant et le juge arbitre, Pascal Maria, il fait correction, the ball was out. À ma balle de match. Oh putain. Ouais. Oh putain, ouais, comme tu dis. Et là, je regarde Guillaume, il me dit elle est faute. Bon, ok, Ouais. bon, je continue. Et là, on joue le prochain point. Il fait une faute directe sur le filet, un revers sur le filet. Mon ami David. Et après, je finis par un ace. Bon, bref, voilà, l'émotion la plus incroyable de ma vie que j'ai eue sur un terrain de tennis. Ouais, énorme. Je peux pas t'expliquer comment tu te sens parce que tu te sens que t'as pas de poids sur toi. Comment ça s'appelle? Un feather, quoi. Sur un nuage. Ouais, tu voles. Et je rentre dans les vestiaires et tout. Et là, j'ai la télé devant moi. Et qu'est-ce qui montre la télé? Qu'est-ce qui montre? Mon revers en ligne, parce qu'il n'y avait pas de Hawkeye à cette époque-là. Il n'y avait pas de Ouais. Hawkeye. Mais il y avait l'Hawkeye pour les télés, pour voir si la balle est bonne ou pas. Mais il n'y avait pas l'Hawkeye pour les joueurs. C'est l'année d'après qu'ils ont mis le Hawkeye. Et mon revers en ligne, il était bon. Ah la vache. Incroyable. Ouais, ouais, Incroyable. incroyable. Heureusement qu'il gagne. Heureusement, ouais. Incroyable. Et en plus, il y a une communauté de fous de Grecs en Australie. Et du coup, t'as toujours eu une ambiance incroyable. Tu t'es tout le temps senti chez toi là-bas. Bah ouais, à Melbourne surtout, il y a tous les quatre gens, il y a un qui est grec. C'est En fait, incroyable. c'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Il y a autant de Grecs à Melbourne. Bah, à cause de la guerre, ils sont partis tous là-bas, quoi. Et il n'y a pas une année où tu leur as offert des billets? Non, ça, c'est des conneries. Ah d'accord, je croyais. Et du coup, la finale, comment tu la prépares? Alors déjà, avant la finale, pour rappeler, tu bats aussi Stepanek et Roddick avant. C'est quand même Ouais. deux gros temps, quoi. Un truc particulier à préciser sur ces deux matchs? Bah, Stepanek, c'était un match aussi. C'était à midi. À Stepanek, en fait, je joue contre Stepanek à midi. Deuxième tour à midi, il faisait 36 degrés ce jour-là. Il faisait Ouais. très chaud. Je gagne le premier set en jouant incroyable. Et là, j'ai des crampes au stomac. Et en fait, je prends le prochain 2-7, 6-2, 6-0. Et au cinquième set, en fait, c'est lui aussi qui commence à cramper, qui commence à pas se sentir bien. Donc, on est les deux à pas se sentir bien. Donc, on se bat comme des rats pour gagner le match. Et en fait, bah, je le gagne à 7-5 au cinquième. Et c'était un match, tu vois, c'est lui the one who survives, tu vois, c'est lui qui survit. C'était pas vraiment du beau tennis, mais voilà.
Et après, Rodic, encore, il fait 40 degrés, mais on joue dans le central, le toit fermé. Donc, il faisait bon dans le terrain, il y avait une bonne température. Et là, je jouais, je pense, un des meilleurs tennis de ma vie. Je le retournais toujours. Je trouvais la solution de le retourner. Et je jouais 60 winners, 12 fautes directes, quoi. Bon, bah, tu nous gardes la finale pour demain? Ouais, on parle demain pour la finale. Allez, à Bon, demain, bonne Marc. journée, Max. À demain. Merci. Ciao, ciao, ciao. Ouais, je vois. C'est bon. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous terminer de nous raconter avec la finale de l'Open d'Australie 2006 et puis après on passera sur deux autres matchs clés qui ont marqué ta carrière, les victoires contre Rafa et contre Roger. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette finale de l'Open d'Australie, comment tu la vis, comment tu la prépares? Bah, écoute, déjà, la même année, c'était le tournoi de Doha. En fait, 3 semaines avant la finale de l'Open d'Australie. Ouais. Je joue en quart contre Roger Federer. Donc, 3 semaines avant, je te parle. Et je perds contre Roger 6-4, 6-4. Et je sors du match, je dis à mon coach Guillaume Père, je lui dis que je sentais pendant ce match que en fait, j'avais des occasions, je trouvais là un petit peu la solution de comment le jouer, il fallait être un petit peu plus agressif. Et en fait, je dis à Guillaume, la prochaine fois que je joue Roger, je pense que je l'ai. Oh, c'est bon ça. Ouais, je dis ça à Guillaume quand j'ai perdu contre Roger en quart à Doha. Donc en fait, Ouais. on vient après, 3 semaines après, je suis en finale contre lui. Et j'avais une confiance en moi, mais incroyable, quoi. Je sentais que c'est le moment, tu vois, c'est le moment que je vais le battre, tu vois, parce que Ouais. je jouais 4 fois avant, je gagnais qu'un set contre lui à US Open en 2004. Et là, je rentre dans le match confiant avec la confiance que je vais gagner, quoi, parce que je savais et je commençais le match très bien parce que je me suis dit, je vais être très agressif sur sa deuxième balle. Je ne vais pas lui donner du rythme, je vais l'attaquer de suite. Et ça se passait bien pendant un set et je menais 7-5, 2-1, non, 2-0 break pour moi. Et en Ouais. fait, j'ai eu 2 balles de break à 2-0 au deuxième set, 15-40 sur son service. Et là, il s'en sort un petit peu, il gagne son service. Il me break derrière, mais il n'y a rien qui a changé, tu vois. Il y a 2 partout, on continue, on gagne chacun son service. Et là, il y a 6-5 pour lui, à moi de servir, 40-0 pour moi. 40-0 pour moi. Donc, en fait, j'ai 3 balles de jeu pour aller dans le tie-break. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Un trou. Ouais, je sors de ma boule, je sors de mon jeu, je fais trois doubles fautes dans le même jeu. En fait, je fais une double faute à 0,40, il gagne le point, je fais encore une double faute et je fais en fait 3, 4 unforced errors. Comment ça s'appelle? Des fautes directes, quoi. 2 doubles, 3 doubles et 2, 3 fautes directes. Et là, je perds le set et là, pour moi, c'était fini. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Je me vu gagner et en fait, tout a basculé après ce jeu-là, quoi. Et après, c'était une boucherie, quoi. 0-2, 2-0. Et voilà, donc en fait, je pense que je carrément me vu gagner, je me vu gagner l'Open d'Australie et je me vu gagner trop tôt, quoi. Aujourd'hui, si tu coachais Marcos de 2006, à ce moment-là, tu lui dirais quoi? De rester dans sa boule, quoi. Je lui dis rien parce que c'est à lui de trouver. Mais je veux dire, c'est à lui de trouver. C'est l'une minute ou 30 secondes où j'ai perdu un petit peu ma Pédale? tête, quoi. Je m'ai vu gagner, quoi. Et je m'ai vu gagner trop tôt et j'ai perdu la concentration. Je commence à réfléchir où tout le tournoi, je réfléchissais à rien. J'étais dans ma boule. Je regardais la balle et il n'y avait que la balle qui était importante. Là, voilà, je me suis complètement sorti du truc, je me vu gagner et je commence à penser à l'avenir, quoi. J'étais pas sur le présent, tu vois. T'as eu Et peur?
Possible, possible. Je sais, honnêtement, je sais pas. Je pense pas que j'ai eu peur, mais tu sais, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas gagner? Tu vas te mettre par terre. Tu vois, tu commences à réfléchir à des choses où inconsciemment, je pense, c'est à tout le monde quoi. Quand tu es si près de ton, c'est parce que c'était pas un objectif, c'était un rêve de gagner un grand chelem. Tu vois, c'était pas un objectif, tu vois, c'était Ouais. un rêve. C'est tous les sacrifices que tu as fait avant, tu vois, tous les trucs que tu as passé dans ta vie. T'es vraiment à quoi? À deux doigts. À deux pas, quoi. Tu es à deux pas, un pas de le réaliser. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je pense pas que c'est la peur. Je pense pas que. Mais je sais pas. Il faut demander à un psychologue si c'est si c'est la peur ou. Mais je pense que moi, c'est de la excitation. Voilà. Peut-être t'es content. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être t'es content de toi-même. Pas d'arriver jusque-là, mais en fait, tu t'es vu gagner, donc en fait, t'es content, quoi. Com- Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Comment t'étais le lendemain et les jours qui ont suivi? Comment tu l'as digéré? Bah, je le digérais, honnêtement, au début, ça m'a fait pas mal, tu vois. Au début, bon, j'ai quand même fait finale de l'Open Australie. Je pense, tu te dis, bon, merde, ok, t'as perdu, mais tu vas avoir des autres cases, tu vois. Ouais. Tu vois, après des semaines, tu dis merde, quoi. Tu vois, quand même, t'es un pas dans ton rêve. Après, voilà, quoi. Tu commences à réfléchir plus. Est-ce que je peux avoir, est-ce que je vais avoir cette chance-là ou pas? Et est-ce que tu vois, est-ce que ça va revenir, cette chance, ça va revenir? Il faut repartir travailler, tu vois, il faut repousser. Tu étais si près de ton objectif et de ton rêve, et il faut repousser, refaire tout. Qu'est-ce que tu as, pas tout, mais il faut continuer à travailler si dur. Ça m'a un petit peu, tu vois, ça m'a fait un petit peu mal, quoi. Comment ta vie a changé concrètement? Qu'est-ce qui a été différent après la finale de l'Open d'Australie? Bah, rien n'était différent. Je continue à travailler. Je fais des bonnes années. 2000, bah, je continue. Je fais quand même demi à WIM la même année. L'année d'après, je gagnais mon premier titre comment ça s'appelle, à Pékin. Après, en gagnant la Pékin, j'étais 6 dans la race et j'étais prêt à aller au Masters à la fin de l'année, Ouais. qui est à Shanghai. Et en fait, j'avais un entraînement à Thaïlande la semaine après et je tombe par terre à l'entraînement et je bouge ma clavicule. Bah, j'étais vraiment déçu parce que j'ai pas joué jusqu'à avant, c'était Vienne-Madrid. J'essayais de jouer Vienne et Madrid avec ça et j'arrivais pas. J'ai perdu Vienne et Madrid et Lyon au premier tour et après bah j'ai pas joué Bercy parce que bah j'avais très mal quoi. Donc j'étais vraiment voilà, c'était dur pour moi. Mais après, bon, on a fait le foncier. J'ai eu une très bonne année en 2007. J'ai gagné Zagreb et j'ai fait 3 finales cette année-là, à Halle, Marseille. Donc j'ai eu une bonne année aussi. J'ai fait quatrième tour à Roland-Garros cette année. Et en fait, pour moi, qui a changé pas changé ma carrière, c'est que ça m'a mis un coup. C'est en 2008, j'ai eu 3 blessures. En 2008, à Indian Wells, j'ai eu ma cheville qui m'a Ouais. arrêté jusqu'à Roland. J'ai repris à Roland, j'ai fait Roland, Halle et Wim. Et j'ai fait quand même quatrième tour à Wim et je jouais bien. Et après ça, j'ai eu un hématome dans le poignet. Donc j'ai raté les JO et US Open. Ah putain. Et après, je rejoue Metz. C'est là où je joue contre Karlovic premier tour. Je bougeais mon disque pendant le match. Donc en C'est-à-dire? fait, cette année, ouais, mon disque de dos, le disque. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pendant le match, bon, je servis et je restais par terre. En fait, après le service, je peux pas bouger. Donc c'était ouais une année terrible quoi, qui m'a. Après, je pouvais pas travailler de la même façon. Je pouvais pas. Tu vois, j'ai essayé des années, mais il y avait des autres blessures qui revenaient et ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu changé la façon que j'ai travaillé, la façon que je voulais travailler, parce que j'étais quand même
un mec qui travaillait beaucoup, qui était très rigoureux. Et j'étais prêt à aller foncer dans le mur pour réussir. Et Ouais. en fait, voilà, ça m'a un petit peu arrêté. Et voilà, et après, j'ai perdu un petit peu de confiance, je pense, en moi-même aussi, en mon corps. Et ça m'a un petit peu ralenti ma carrière. Voilà. Tu sais pourquoi ton corps a explosé comme ça? Tu l'as trop Bah, sollicité quand tu étais. moi, je pense que oui, parce que je pense que quand j'étais à l'académie de Bobrette, il y a, il y avait des bons préparateurs physiques, mais il n'y avait pas d'expérience, tu vois. C'était des Ouais. jeunes, il n'y avait pas des gens qui avaient de l'expérience pour savoir comment ça se passe une carrière de professionnel de tennis. Et moi aussi, j'avais aucune expérience, mes parents, ma famille, aucune expérience à ce niveau, ce niveau-là. Donc, je pense que voilà, j'essayais de trouver des solutions. J'ai embauché des bons préparateurs physiques, des bons coachs, mais voilà quoi, mon corps, il se blessait toujours après. J'avais toujours des petits bobos, des problèmes, mais quand même, j'ai essayé. Je suis revenu, en 2009, j'étais 160, si je me souviens bien, et à la fin de 2010, je finis quand même 20e mondial, où je suis revenu, j'étais bien, et encore une autre blessure qui m'a arrêté. J'ai eu un passage difficile en 2010, en 2011, au début de l'année, et voilà quoi. En 2010, tu reviens quand même plutôt fort. Tu bats Roger à Indian Wells et Rafa à Cincinnati, numéro 1 mondiaux. Est-ce que tu peux nous raconter ces matchs? Comment tu les as préparés? Comment tu les as vécus? Parce que quelque part, tu reviens de loin, quoi. Bah ouais, je fais beaucoup de matchs. En 2009, je gagnais 4 challengers de suite. J'ai gagné Stockholm en 2009 à la fin de l'année. Je reviens en 2010 ou au début de l'année où je quand même gagne Sydney. En 3 mois, j'ai gagné 2 tournois. J'avais plein de confiance. J'étais bien physiquement. J'avais pas de bobos. J'étais bien et en fait, voilà, je jouais au tennis quoi. Je retrouvais mon physique, mon agnac, mon envie parce que je retravaillais différemment et je retrouvais un petit peu de plaisir sans se réveiller tous les matins et avoir de bobos, des problèmes. Voilà, ça m'a aidé beaucoup mentalement. Et après, ouais, j'ai battu Roger et Rafa, mais je pense que c'est toute l'année où j'ai très bien joué, quoi. J'ai très bien joué, j'avais de la consistance. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ces deux matchs, vraiment, comment tu les as joués, comment tu les as vécus? Bah, ces 2 matchs, toujours quand je joue Rafa ou Roger, c'était pas très serré, mais tu vois, j'avais des occasions. Et je pense que cette fois-ci, Roger à Indian Wells, il avait ses occasions, il avait 2 balles de match, il les a pas pris et ça a tourné un petit peu quoi. Où les autres matchs, c'est moi qui avais un petit peu des occasions, je les ai pas pris et c'est lui. Donc en fait, voilà, c'était toujours un petit peu serré contre Rafa et Roger, surtout quand j'étais bien physiquement. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai pris les occasions. Avec Roger, j'étais un petit peu chanceux parce que il avait vraiment une occasion. Il avait un revers qui rate au milieu du terrain, qui rate sur le filet, revers long ligne. Donc j'étais un petit peu chanceux. Avec Rafa, à Cincinnati, je pense que c'était la bonne surface pour moi pour le jouer parce que le terrain était un petit peu plus vite. Je pouvais gagner. J'ai très bien servi ce jour-là. Je pouvais gagner beaucoup de points faciles. Il n'y avait pas énormément de rallies et je pouvais, comment dire, make the points a bit shorter. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter des anecdotes, des choses que tu as vécues avec Rafa, avec Roger, avec Djoko, en dehors du terrain, qui montrent que c'est vraiment des hommes, des personnes incroyables? Déjà, c'est les mecs, tu vois, surtout Roger et Rafa, tu vois, ils te voient n'importe où dans la ville ou à l'hôtel où tu es à 20 mètres de eux. Ils te voient, ils viennent te dire bonjour. Et ça, je trouve que c'est quand même,
c'est quand même incroyable, tu vois. Je pense pas c'est qu'avec moi, c'est avec beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, hein, peut-être tous. Et c'est sympa, tu vois. Donc, et même, ils disent bonjour à ton équipe, tu vois. Ils sont vraiment, vraiment des hommes exceptionnels. Et les deux. Djokovic aussi, mais tu vois, Djokovic, il est un petit peu plus, comment ça s'appelle? Enfermé avec son équipe, enfermé avec lui-même. Ok. Roger, tu vois, il rentre dans les vestiaires, le mec, quand il rentre, il a toujours une connerie à dire, quoi, tu vois, il a toujours une connerie à dire. Donc c'est marrant. Rafa, il est un petit peu enfermé aussi, mais il parle pas beaucoup. Ouais. Et Djokovic aussi, mais Roger, c'est le mec qui parle le plus, quoi. Est-ce que tu as vécu des entraînements beaucoup avec eux ou t'es allé au resto ou des moments un Bah, peu sympas à raconter? avec Rafa, je voulais pas m'entraîner. Pas parce que j'aime pas, mais c'est j'aime pas la façon qu'il s'entraîne. Il n'y a pas de rythme. Il tape très fort Ouais. la balle, très fort. Je n'aimais pas m'entraîner avec lui. Roger, on n'a pas fait beaucoup d'entraînements ensemble. On a fait peut-être 4 ou 5. Mais Roger, c'est relax, quoi. C'est vraiment, tu vois, on va faire des points. Il essaie de faire des rétros, tu vois. Il est vraiment relax, tu vois. Il tape tranquille, doucement. Ouais. Et Joko, je pense qu'on s'est jamais entraîné ensemble. Ok. T'es toujours en contact avec ces mecs-là ou forcément comme t'es loin du circuit Non, pro? non, Non? pas trop. Quand je le vois, quand j'étais là en Australie, quand j'étais avec Svitolina, je parlais un petit peu avec Roger et Joko, mais voilà, quoi. On s'appelle pas au téléphone, quoi, tu vois. T'as commencé à jouer la Coupe Davis à 14 ans. Quel a été Ouais. ton souvenir le plus incroyable dans cette compétition? Déjà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose de jouer pour ton pays, de jouer dans une équipe. Tu joues pas pour toi, tu joues pour moi. J'ai adoré, quoi. Je sais pas si au début de la conférence qu'on a eue, on parlait de foot et Ouais. la Coupe Davis, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est pas du foot, mais c'est le tennis un petit peu dans cette ambiance-là, tu vois. T'es en équipe, t'es en famille, surtout à Chypre, tu vois, parce que tous les joueurs, c'était mes potes, tu vois. C'était mon frère. Je jouais quand même avec mon frère en double quand j'étais plus jeune. Et c'est tous la famille, c'est des potes que je connais depuis j'ai 13 ans, j'ai 12 ans. Donc c'est sympa, c'est autre chose, quoi. Donc chaque fois, je jouais la Coupe Davis parce que je jouais beaucoup. Comme tu dis, je commençais à 14 ans, je m'éclatais, quoi. Et comment dire, chaque fois que je jouais, je sentais que je reprenais de l'énergie quand je Ah ouais. partais. La Coupe Davis, elle m'a aidé beaucoup dans ma carrière, quoi. Vous étiez en quelle division? Quand je commençais, moi, on était en division 4. On est monté en division 2 pendant 9 ans. Pendant Ouais. 9 ans, on est resté en division 2. Et là, on est reparti en groupe 4 l'année dernière. On est monté en groupe 3 pour cette année. Est-ce qu'il y a un match dont tu te souviens particulièrement qui était émotionnellement fort à vivre? Ouais, c'était en 2007. C'était la première fois que je joue à Coupe Davis à Chypre après la finale de l'Open Australie. Je joue contre le dimanche, je joue contre Jarkko Nieminen. Et là, Yes. le stade est plein, plein, plein. Combien de personnes? 4000 personnes et c'était exceptionnel. C'était un match de foot. Tu vois, Tu gagnes c'était. combien? Je gagne en 3-7, je me souviens. Si je me souviens bien. En 3-7, pas facile, mais tu vois, voilà quoi. Et les gens debout à chaque point, la folie, quoi. La folie, ouais, c'était exceptionnel. Je sais pas si, je suis sûr que, c'était à la télé, donc je suis sûr qu'ils ont comment ça s'appelle, une vidéo quoi. Est-ce que à Roland-Garros, tu te sentais un petit peu à la maison comme tu es arrivé à l'adolescence, que tu as un peu grandi en France et que tu as appris la langue? Ouais, parce que surtout, quand je jouais pas contre un Français, hein.
Mais Ouais. quand je jouais contre un Français, je me sentais pas français du tout. Mais, mais ouais, il y avait des gens qui savaient que, tu vois, pas tous, mais beaucoup de gens, ils savaient que j'ai passé mon adolescence en France et aussi j'avais beaucoup de copains et familles qui me supportaient, la famille d'accueil qui venait tous les ans et des potes que j'ai en France, quoi, à Paris. Ton meilleur souvenir à Roland, c'est quoi? Bah, meilleur souvenir, c'est le match contre Grosjean en centrale de Philippe Chatrier. C'était à la fin de sa carrière. Et putain, c'était son anniversaire aussi, donc. Mais tu vois, c'était la première fois que je joue dans le Philippe Chatrier contre Sébastien et je le bats en 3-7. Mais je trouve que je joue exceptionnellement bien. Je le bats 6-2, 6-3, 6-3, très facile. Je jouais très bien. Et ouais, c'était un moment important pour moi parce que, tu vois, Seb, c'est un énorme joueur et il a eu une carrière exceptionnelle. Et voilà, de le jouer à Roland chez lui et pouvoir le battre en jouant très, très bien dans un central plein, c'était vraiment sympa.